sommes en direct de Facebook. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence de presse qui réunit de très nombreuses et nombreux journalistes. Alors, je m'appelle Ludivine Bantini, je suis historienne. Je travaille tout spécialement sur l'histoire des mouvements sociaux, mais ce n'est pas à ce titre que j'ai voulu rejoindre le mouvement, la mobilisation et la soutenir. Je voudrais d'abord justement dire toute mon admiration à celles et ceux qui sont en lutte. Et en fait, les signataires de la tribune qui est parue ce matin dans Libération, qui s'appelle « Pas de tri sélectif dans l'école de la République », eh bien, ces signataires, justement, voulaient à la fois dire leur gratitude à l'égard d'une mobilisation qui nous semble cruciale, qui nous semble nécessaire, qui va bien au-delà, évidemment, du monde enseignant, mais qui nous concerne toutes et tous. Et puis, ces signataires voulaient aussi, non pas seulement par des mots et donc par une reconnaissance, mais indiquer voilà, que nous sommes aussi en lutte. Alors, je ne vais vraiment pas être longue pour ma part, bien sûr, parce que l'essentiel va se dire par les collègues mobilisés dans différents secteurs de l'enseignement. Je voulais quand même juste rappeler qu'on a vraiment le sentiment d'être face à un rouleau compresseur terrible, absolument destructeur dans tous les domaines, dans les domaines aussi fondamentaux que, bien sûr, donc l'éducation, la culture, la santé, de manière générale, les services publics. En général, j'aime vraiment pas utiliser des grands mots, mais depuis les accélérations destructrices de ces quelques mois, j'ai l'impression qu'on est vraiment face à un recul de civilisation. Alors pardon, peut-être d'être grandiloquente avec ce mot-là, mais c'est vraiment désormais le mot qui me vient. Je pense que la situation est vraiment grave, et c'est ce qu'on voulait aussi rappeler dans cette tribune, indiquer qu'il est nécessaire de résister, mais pas seulement de dire non, bien sûr, et c'est ça qui est aussi admirable dans cette lutte pour une école émancipatrice, c'est que, voilà, c'est pas seulement une puissance de refus, mais c'est aussi une puissance de pensée et d'action pour une école telle que nous la désirons, une école justement qui aspire à une société plus juste, une société plus humaine, qui précisément ne se reposerait pas sur les piliers qui sont mis en place par toutes ces contre-réformes, parce que le mot réforme est vraiment extrêmement déplacé. Le mot réforme, il a historiquement signifié des avancées sociales, des avancées progressistes, des avancées pour davantage d'épanouissement, de bien-être et d'égalité et de justice. Donc ces contre-réformes, précisément, elles détruisent peu à peu tous les acquis sociaux. Donc c'est aussi à ce titre que l'on voulait à toute force témoigner de notre solidarité, de notre plein soutien. On voulait aussi le dire parce que, par exemple, dans l'université, comme vous le savez, il y a évidemment une cohérence et des liens dans toutes ces mesures destructrices. Eh bien, pour l'instant, on n'a pas réussi à remporter la bataille qu'on a menée sur un enjeu pourtant tout à fait décisif, lui aussi, à propos de Parcoursup, c'est-à-dire qu'il vise, lui aussi, à instaurer une forme de tri sélectif parmi les étudiantes et étudiants potentiels, celles et ceux qui veulent rentrer dans l'enseignement supérieur. Et c'est d'autant plus terrible à nos yeux d'avoir pour l'instant perdu cette bataille cruciale que ça faisait des décennies que ce type de projet était proposé par des gouvernements. D'ailleurs, en 68 déjà, on en parlait. De cette idée de rendre les universités beaucoup plus compétitives, beaucoup plus concurrentielles, beaucoup plus adaptées au marché. Donc voilà des mots qui nous sont désormais familiers malheureusement. Et donc, depuis des décennies, depuis les années 1970, en passant bien sûr par le mouvement anti-Devaquet, dont on a pu beaucoup reparler ces derniers temps, puisqu'il s'agissait de rendre hommage aussi aux victimes de la répression d'un État qui de plus en plus utilise la violence pour imposer ses contre-réformes. Donc rendre hommage à Malik Osekine à cette époque, en 1986, tous ces mouvements avaient été victorieux. Donc c'est d'autant plus important à nos yeux d'unir nos forces, comme on le voit vraiment aujourd'hui, pour ne pas cloisonner nos combats. Et dans la mesure où justement il y a cette cohérence des attaques, il faut qu'il y ait aussi une cohérence de notre riposte, de notre résistance et aussi de notre espoir. Donc merci beaucoup à toutes celles et ceux qui représentent justement cette mobilisation si importante et très courageuse. Et donc je vais passer la parole à Jimmy pour la première intervention sur la mobilisation. Alors bonjour à tous, moi je représente l'AG Île-de-France des Bahuts en lutte, suite donc aux propos du ministre qui ne cesse de rappeler que
avec la grève du bac, on prendra nos élèves en otage. Il nous semblait nécessaire d'appeler à une autre revendication pour effectivement montrer au ministre que nos élèves, on les soutient, on les prépare toute l'année à cette épreuve. Et donc c'est avec le cœur lourd en fait qu'on appelle à cette grève des examens. C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. La grève des examens, la dernière qui a eu lieu, c'était en 2003, et puis avant, il faut remonter à mai 68. Donc c'est un appel historique. Et donc voilà, on a rédigé une tribune pour expliquer les raisons de notre appel, et puis effectivement appeler également, c'est le titre de la tribune, exigeons le bac et le brevet pour toutes et tous cette année. Je vous la lis rapidement. C'est une tribune aussi, qui a été publiée aujourd'hui dans Mediapart, donc que vous pourrez retrouver sur le site de Mediapart. C'est une décision historique que nous, personnels de l'éducation en lutte contre les réformes Blanquer, depuis plus de 6 mois, venons de prendre. Nous appelons, avec de très nombreuses organisations, 11 syndicats enseignants, 2 syndicats lycéens, 3 mouvements et des associations disciplinaires, à la grève de tous les examens de fin d'année, notamment à partir du 17 juin, et ce, sous toutes ses formes, grève des surveillances, grève des corrections, etc. Et que l'on ne nous joue pas la partition des élèves pris en otage par des profs irresponsables. Cette décision, prise le cœur lourd, nous y avons été savamment amenés par un gouvernement sourd et aveugle, à 6 mois d'une contestation intense, rassemblant dans toute la France des dizaines de milliers d'enseignants et enseignantes, de CPE, d'assistantes sociales et d'assistants sociaux, d'AESH, de psy-EN, d'AED, d'infirmières et infirmiers, de médecins scolaires, d'agents et agentes techniques, depuis les écoles maternelles et élémentaires jusqu'au collège et au lycée. Des personnels de l'éducation rapidement rejoints par des milliers de parents d'élèves, de plus en plus conscients et conscientes de la gravité de la situation, mais également par des étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses, déjà mobilisés contre l'injustice de Parcoursup, et enfin par les autres agents et agentes, usagers et usagères de la fonction publique, qui, comme nous, subissent la casse de notre modèle social, celui d'un pays dans lequel les services publics étaient jusqu'alors garants d'une certaine égalité républicaine. Cette semaine, ce sont les lycéens et lycéennes qui écrivent à leurs profs pour indiquer leur soutien sans faille à ce mouvement historique qu'ils et elles ont eux-mêmes et elles-mêmes contribué à lancer en décembre dernier. Nous n'avons pas oublié avec quelle violence ces élèves ont été traités par le gouvernement, ni les élèves de Mantes-la-Jolie humiliés et insultés. Nous n'oublierons pas avec quel mépris la ministre de l'Enseignement supérieur répond à la détresse de nos jeunes maltraités par le système Parcoursup. Je cite, « Même si ces jeunes le vivent comme « j'ai eu quelque chose et on me l'a enlevé », la vérité, c'est qu'ils n'auraient jamais dû l'avoir. Alors nous vous le répétons, monsieur le ministre, ne jouez pas à essayer de monter les élèves contre leurs enseignants et enseignantes, la ficelle serait trop grosse. Cette situation, c'est le gouvernement lui-même qui l'a créée et entretenue. Le ministère a décidé depuis le départ de passer en force. Dès décembre 2018, le Conseil supérieur de l'éducation, composé de représentants et représentantes des élèves, des parents d'élèves, des syndicats enseignants de toutes tendances et des collectivités territoriales, a rejeté presque unanimement, 49 voix contre 4, les nouveaux programmes de lycée. Le ministère n'en a eu que faire. Nous avons épuisé tous les recours en notre possession pour manifester notre opposition radicale à ces réformes. Nous avons multiplié les journées de grève, 27 novembre, 11 décembre, 17 janvier, 5 février, 19 mars, 4 avril, 9 mai, et j'en passe. Malgré les pertes de salaire, refuser des évaluations en primaire et en seconde, démissionner des fonctions de professeurs principaux, boycotter des conseils de classe, refuser de transmettre des fiches d'orientation, attribuer des 20 sur 20 de moyenne trimestrielle pour bloquer ce système visant au tri social de nos élèves. Nous avons alerté nos inspecteurs et inspectrices et boycotté les formations sur les nouveaux programmes de lycée. Nous avons occupé nos établissements de jour comme de nuit. Enfin, des parents ont pris le relais en bloquant les bureaux de direction, en organisant des opérations école morte ou école déserte. La réponse du gouvernement ne s'est pas fait attendre, toujours la même, mépris et répression. Le ministère a en effet déployé toutes ses ressources pour tenter de nous faire taire. Il a saturé l'espace médiatique en refusant tout débat contradictoire et accusant une prétendue minorité de diffuser des bobards. Puis comme la mobilisation ne faiblissait pas sur le terrain, il a multiplié les courriers de menaces, les visites d'inspection et les pressions hiérarchiques. Il a ensuite fait pleuvoir les sanctions tout azimut, au Havre, dans l'Hérault, à Dijon, à Nîmes ou encore à Bobigny.
puis la répression politique, les violences policières et judiciaires, déjà en marche contre les Gilets jaunes, se sont abattus sur des enseignants et enseignantes interpellés à Paris, à Toulouse ou à Nice. Enfin, il s'est attaqué aux parents d'élèves mobilisés, comme à Vaux-en-Velin, à Pantin ou Montreuil, en empêchant la tenue de réunions ou la communication via les carnets des élèves au mépris même de la loi. C'est pourquoi, loin d'abandonner nos élèves face aux conséquences d'un baccalauréat perturbé, nous mettons le ministre face à ses responsabilités. Nous exigeons que cette année, tous nos élèves et toutes nos élèves puissent obtenir les examens de fin d'année, BEP, CAP, Bac Pro, Techno et Général, brevet. Et nous exhortons nos collègues à y veiller pour envoyer un message clair. Il est plus que temps de remettre ce système à plat et de lancer des réformes sociales pour lutter contre les inégalités scolaires intolérables, documentées à tous les niveaux, que subissent quotidiennement les élèves des classes populaires depuis l'école primaire jusqu'à l'université, où Parcoursup achève le tri social. Cette mesure a déjà montré son intérêt et sa force en 1968. Il est plus que temps de redonner du sens à l'égalité républicaine que vous souhaitez afficher à la rentrée dans nos salles de classe, mais que par ailleurs vos réformes piétinent allègrement. Monsieur le ministre Blanquer, monsieur le président Macron, vous ne passerez pas en force. Comme d'autres secteurs de la société mobilisés, fonctionnaires hospitaliers et hospitalières, cheminots et cheminotes, étudiants et étudiantes, et tant d'autres depuis 2 ans, comme les Gilets jaunes, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher la mise en place de ce système inique qui va à l'encontre de tout ce pourquoi, en tant que personnel de l'éducation, nous nous sommes engagés. Nous n'accepterons pas que vous sabotiez tout ce en quoi nous croyons profondément, que vous continuiez à mépriser notre travail et nos élèves. Nous poursuivrons notre mobilisation sans relâche, y compris dès la rentrée 2019 s'il le faut, jusqu'à satisfaction des exigences qui font aujourd'hui la quasi-unanimité. Le retrait de la réforme du lycée général et professionnel, du projet de loi pour une école de la confiance, de la réforme de la fonction publique, de Parcoursup et de la loi Heureux. La revalorisation statutaire et salariale des personnels de l'éducation et l'établissement d'une réelle confiance de l'institution dans les équipes éducatives. L'arrêt des sanctions et des poursuites contre les enseignants et enseignantes mobilisés et la fin de la répression politique contre tous les mouvements sociaux. Et nous vous appellerons alors, dans un contexte apaisé, à ouvrir le dialogue avec les personnels de l'éducation, leurs organisations et l'ensemble de la société, afin de reconstruire ensemble, dans le cadre d'états généraux de l'éducation, une école pour toutes et tous. Merci. Bonjour, donc moi je suis Cathy Billard, je suis enseignante en lycée professionnel à Bartholdi et je suis là pour vous présenter une tribune qui a été publiée également dans Mediapart, mais c'était vendredi, et qui a été initiée par 2 assemblées générales qui se sont produites il y a 3 semaines à peu près, lorsque nous avons été convoqués pour être formés par nos inspecteurs sur la mise en œuvre de la réforme de la voie professionnelle à laquelle nous nous opposons depuis des mois et des mois, puisque la première mobilisation contre la réforme de la voie professionnelle, elle a eu lieu le 27 septembre dernier. Nous étions 30% des enseignants de lycée professionnel du pays qui étaient en grève, ce qui n'avait pas été vu depuis 2000, les mobilisations de 2000. Donc c'était pour nous très très important, très massif. Il y a eu des grèves qui ont suivi au mois d'octobre, au mois de novembre, et puis après nous avons plutôt enchaîné sur les mobilisations en solidarité avec l'ensemble des mobilisations avec les collègues. Mais pour nous c'est extrêmement important que dans cette période on puisse remettre au centre aussi et reparler de ce qui se passe pour les lycées professionnels qui représentent quand même, et on l'oublie souvent parce que ça disparaît des radars, c'est 1 élève sur 3 qui est scolarisé aujourd'hui en lycée, qui est scolarisé en lycée professionnel. Alors voilà la tribune que nous enseignants, nous sommes 170 enseignants de lycée professionnel du 93 qui avons signé cette tribune dans laquelle nous nous engageons dans la grève des corrections du BEP et du Bac. Nous, enseignantes et enseignants des lycées professionnels de Seine-Saint-Denis, refusons la réforme du lycée professionnel. Le lycée pro représente 1/3 des lycéennes et des lycéens, or on le vandalise en silence. Jean-Michel Blanquer nous impose, ainsi qu'à nos élèves, une réforme qui marquerait une rupture fondamentale d'un point de vue pédagogique, social, économique et idéologique. Nous sommes vus comme des prestataires de services, devant fournir des cours à la carte à des publics dont les objectifs et contraintes sont différents.
Les classes, dites mixtes, que l'on veut nous imposer, verront des adultes en formation continue, des apprentis et des élèves sous statut scolaire dans la même classe. Nous refusons l'ubérisation de notre métier. Cours à la carte, recrutement par les chefs d'établissement, mise en concurrence des lycées et des personnels. Le bac pro en 3 ans, sous prétexte de garantir l'égalité des 3 voies, supprimer 1 an d'études à nos élèves. Cette nouvelle réforme, sous couvert d'excellence, consacre l'instauration d'un sous-bac, loin de pouvoir garantir la poursuite d'études. Baisse importante des horaires, des matières générales. En effet, ça reviendra à 45 minutes par semaine de maths et autant en français pour les élèves de CAP, 1h15 en bac professionnel en français. Et appauvrissement des programmes. Monsieur Blanquer veut mettre 1/3 des élèves de lycée sur la touche. Déjà largement exclus de l'enseignement supérieur par les algorithmes de Parcoursup, les portes leur en seront définitivement fermées par l'indigence du contenu de la formation qu'on sera censé leur proposer. On demande à des élèves de 14 ans de choisir une orientation qui, contrairement à ce qu'on leur promet, ne leur garantit pas un emploi et les destine à des statuts précaires, des bas salaires et de mauvaises conditions de travail. En effet, toutes les études montrent que plus on est diplômé, plus on a de chances de trouver un emploi. C'est encore une fois les classes populaires qu'on sacrifie. Non, Monsieur Blanquer, nous ne sommes pas des magiciennes ni des magiciens. Nous ne ferons croire à personne qu'avec moins de cours, nous ferons mieux. En vérité, vous sacrifiez ici la maîtrise de la langue, l'ouverture sur le monde et ses contradictions, ainsi que l'esprit critique et contestataire. Nous persistons à penser que pour autant ils sont indispensables à tout progrès intellectuel et social. Nous prétendons que nos élèves ont le droit d'avoir une formation initiale solide et ouverte sur un monde complexe à appréhender. Nous pensons qu'ils et elles devraient avoir la possibilité d'une autre ambition que celle de se couler dans un moule qu'on leur impose. Nous voulons qu'ils et elles aient encore le droit d'être des enfants qui se cherchent, se trompent et changent d'avis. Dans le premier degré, dans la voie générale et technologique, nos collègues et les parents se mobilisent depuis des mois contre des réformes qui font partie d'un même projet de sélection sociale. Il et elle ne rencontrent que mépris de la part du ministre. Dans le lycée professionnel, M. Blanquer est déterminé à passer en force sans prendre le temps de réfléchir ni entendre celles et ceux qui y travaillent depuis des années. Face à cette situation d'urgence, nous devons agir. Si le ministre s'entête, nous n'aurons d'autres options que de refuser par la grève la correction des examens. Parce que nous nous battons depuis des années pour des diplômes de qualité, pour toutes et toutes les lycéennes et les lycéens. Parce que nous combattons contre les inégalités. Parce que nous enseignons la lutte contre les discriminations et parce que nous pensons que, tout comme nous, nos élèves ont le droit de rêver, nous refusons de corriger les copies du BEP et du Bac Pro. Nous exigeons le retrait sans délai de la réforme et un plan d'urgence pour le lycée professionnel. Alors pour compléter ça, puisque comme nous étions engagés, nous étions en grève hier et aujourd'hui, puisque c'était les 2 jours pour le 93 où nous étions convoqués pour la correction des copies du BEP. Et donc nous étions à 50% des personnels convoqués en grève hier et aujourd'hui, ce qui a abouti à ce que, en fait, eh bien, les collègues qui étaient, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, on tient à le souligner parce qu'on a fait appliquer devant, ce qui nous a permis de discuter assez longuement avec eux pour prendre la mesure que véritablement, même si jamais ils étaient là pour corriger, souvent parce qu'ils sont contractuels et qu'il y a une pression bien supérieure qui s'exerce sur eux et qui les y contraint. Mais en tout cas, on a rencontré les mêmes sentiments et la même solidarité, et en réalité, ils partagent pour la plupart d'entre elles et eux ce que nous avons écrit et que je viens de vous lire. Et donc, le résultat, c'est que pour le moment, en tout cas, le rectorat ne pourra pas dire qu'il ne s'est rien passé, que c'était business as usual pour ces examens du BEP, puisqu'ils ont été obligés d'ores et déjà de reconvoquer des collègues pour corriger jeudi, donc une journée supplémentaire, peut-être 2 jours. On verra, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, nous, ça nous renforce considérablement dans le fait qu'en BEP, il n'y a que les lettres histoire-géo qui sont en examen ponctuel, donc qui ont été concernés par la correction des examens. Mais on pense et on va essayer de faire en sorte, on souhaite que ce soit le plus visible possible, pour que pour les corrections du bac professionnel, nous ne soyons pas simplement des professeurs de français et d'histoire-géo, mais de toutes les autres matières qui sont également en contrôle ponctuel. À nous mettre en grève, ce sera le 24 et 25 juin. Voilà.
Bonjour, moi je suis Arthur et je suis professeur des écoles à Paris. Donc, je vais vous parler un peu de ce qui se passe dans le premier degré depuis le mois de mars. Puisque depuis le mois de mars, partout en France, on peut citer Nantes, Angers, Toulouse, Vaux-en-Velin, Paris, Nice, Montreuil, ou encore Bagnolet et dans plein d'autres endroits, professeurs et professeuses des écoles et parents d'élèves se sont mobilisés en force contre la loi dite pour une école de la confiance, élaborée par Jean-Michel Blanquer. Donc c'est une mobilisation qui est véritablement populaire. Les journées de grève et de manifestation succèdent aux occupations des écoles par les parents, les rassemblements populaires, bruyants devant les mairies, aux réunions d'information dans les préaux des écoles. Et ce qu'on peut dire déjà de cette mobilisation, c'est qu'elle nous a permis de voir réellement que la confiance, en fait, elle était déjà là, entre parents d'élèves et enseignants et enseignantes, entre parents d'élèves et l'école. Et que on peut dire à Jean-Michel Blanquer qu'il n'avait pas besoin, en fait, de nous ramener la confiance comme principe moralisateur, parce qu'elle était là. Et que c'était le fruit d'un long travail, en fait, de terrain, de coéducation entre les enseignants et les parents. Et c'est cette même confiance, en fait, que tout le monde peut encore aller voir sur les façades des écoles grâce aux banderoles qui ont fleuri un peu partout. Donc grâce à notre mobilisation, l'article concernant les établissements des savoirs fondamentaux, dit EPSF, donc c'est regroupement administratif école-collège, qui faisait craindre la disparition des directeurs et directrices d'école. Donc cet article a été supprimé lors de son passage au Sénat au mois dernier. Mais ce n'était qu'un tout petit bout de la loi Blanquer, et les enjeux restent encore énormes. Et si cette loi doit avoir une cohérence malgré la profusion d'articles, elle provient de son attache sans relâche et profonde contre l'idée que nous faisons d'un service public d'éducation. Parce que la loi Blanquer, c'est d'abord la mise en concurrence et la différenciation des cursus dès la maternelle. En effet, la loi Blanquer, c'est dans une logique toute managériale, le trope du CNESCO, donc qui était cette instance indépendante pour évaluer le système scolaire, contre un conseil directement rattaché au ministre, dont la mission sera d'évaluer non plus donc, les politiques éducatives, mais bien chaque établissement, donc chaque école, chaque collège, chaque lycée. La loi Blanquer, c'est aussi la création des établissements publics locaux internationaux, EPLI, qui consacrent des voies d'excellence dès la maternelle. Pourquoi en fait il y aurait certains enfants qui auraient le droit à avoir un enseignement bilingue dès la maternelle, tandis que d'autres non? La loi Blanquer, c'est la porte ouverte aussi à des espaces d'exception en matière éducative sur le territoire. En élargissant les possibilités d'expérimentation au sein des écoles, cette loi permettra un assouplissement dangereux du cadrage national des programmes. Et autant le dire franchement, nous, enseignants du premier degré, en fait, nous ne pensons pas qu'une course aux écoles les plus innovantes et la mise en marché en fait, que cela suppose relève de mesures de justice sociale, telles que l'annonce le ministre. Pour nous, l'éducation nationale, elle doit rester garante de la transmission des mêmes savoirs pour tous les enfants, que cela soit dans les écoles des quartiers populaires ou dans les écoles des beaux quartiers. Mais tout cela, est-ce que nous pourrons encore le dire demain, nous les experts de terrain que nous sommes? Parce que la loi Blanquer, c'est aussi la mise au pas autoritaire des enseignants et des enseignantes et de leurs pratiques. L'article 1 de cette loi consiste en une attaque frontale contre notre liberté d'expression. Nous ne le rappellerons jamais assez. En fait, actuellement, le devoir de réserve que cet article tente d'instaurer n'existe pas. Nous avons seulement un devoir de neutralité face à nos élèves. Et c'est tout à fait différent. Et la liberté d'expression, ça paraît fou de devoir le rappeler, mais c'est d'abord un droit en tant que citoyen et citoyenne. Mais pour nous enseignants, sur le sujet de l'école, c'est aussi un des moyens de notre intelligence professionnelle. En fait, comment on pourrait penser notre travail, comment on pourrait penser l'institution dans laquelle on travaille, sans avoir la possibilité de la critiquer. Cette attaque contre la liberté d'expression, elle entre en écho avec les attaques que vivent déjà les enseignants du primaire quant à leur liberté pédagogique. Les évaluations qui ont été imposées par le ministère auront
un impact profond sur les méthodes pédagogiques des enseignants et des enseignantes. Et il s'agira dès lors non plus d'enseigner les programmes, comme on le fait aujourd'hui, mais en fait de préparer les élèves aux évaluations, ce qui est radicalement différent. Donc ces évaluations, elles ont pour objectif à terme d'imposer des pratiques pédagogiques pensées par les proches du ministre. Et encore une fois, moi je voudrais le dire franchement, le ministre, il augmentera pas notre professionnalisme, il n'augmentera pas notre efficacité en nous imposant des méthodes. Il conviendrait plutôt de nous donner les moyens d'utiliser notre intelligence, des moyens de formation continue, des moyens de travail collectif. La liberté pédagogique, c'est pas une lubie corporatiste de vouloir faire ce qu'on a envie juste tout seul dans notre classe. En fait, c'est le moyen, la possibilité de penser, de concevoir nos enseignements et de comprendre ce qui se passe dans nos classes, donc les apprentissages, comment apprennent les enfants, afin de trouver les meilleurs moyens pour faire progresser nos élèves. Mais la loi Blanquer, c'est pas que ça encore, c'est aussi la réduction des coûts de l'éducation et le financement du privé. Donc demain, les PIAL mutualiseront le travail des accompagnants d'élèves en situation de handicap en augmentant ainsi leur précarité et en dégradant leurs conditions de travail. Demain aussi, la scolarité obligatoire dès 3 ans entraînera par l'extension de la loi Debré à l'école maternelle un financement nouveau des maternelles privées. Et en réalité, en fait, aujourd'hui, seuls 2,5%, ça je pense c'est important de le rappeler, des enfants ne sont pas scolarisés à 3 ans. Et principalement à Mayotte et en Guyane, où en fait les principaux problèmes sont des problèmes d'infrastructure. Donc loin d'une mesure sociale annoncée, d'être la mesure sociale, pardon, cette extension de la scolarité obligatoire, en fait c'est juste un cadeau pour l'enseignement privé. Donc on aura envie de dire, si M. Blanquer a envie de se penser comme un réformateur social, bah, peut-être qu'il aille s'inspirer par exemple du plan Langevin-Wallon, qu'on a un peu tristement oublié, qui alors que le pays sortait de la guerre, en fait proposait un enseignement gratuit et obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais peut-être qu'il faut revenir au Sénat et qu'est-ce qu'il s'y est réellement passé. Puisque la loi Blanquer a été amendée. Elle a été amendée par finalement les marottes des plus réactionnaires. Toujours et encore taper sur les femmes musulmanes dont on voudrait qu'elles n'accompagnent pas les enfants en sortie scolaire avec leur foulard. S'attaquer aux parents dits décrocheurs en leur supprimant les allocations familiales comme si ces parents étaient seuls responsables, négligents, déficients de l'échec scolaire de leur enfant. Comme si ça allait les aider. Et comme si ça allait nous aider. Ainsi, la loi dite pour une école de la confiance entérine des tendances lourdes, tout droit issu du néolibéralisme, le tout sur fond de répression et d'autoritarisme. Le ministère et certaines inspections n'ont pas attendu l'adoption de la loi pour réprimer la parole des enseignants mobilisés et gérer de façon violente nombre de leurs manifestations. La loi n'est même pas encore promulguée que les circulaires de rentrée prennent déjà pour acquise la mise en place des PIAL, par exemple. De même, le projet des cités éducatives, qui pleuvent actuellement sur tout le territoire en zone d'éducation prioritaire, ne sont que des imitations des EPSF, pourtant supprimés par le Sénat. L'objectif du ministère étant à l'évidence de créer des précédents. Même logique à l'œuvre d'ailleurs avec les évaluations nationales menées depuis 2 ans déjà dans les classes de CP, CE1 et 6e. Elles ne sont qu'une anticipation des évaluations des établissements prévues dans l'article 9 et non un outil au service de la pédagogie et des élèves. Et demain, vraiment demain, c'est à huis clos que ce projet de loi sera discuté. Peut-être pour la dernière fois en commission mixte paritaire. Seules 7 personnes auront donc la charge, dans le plus grand secret, puisqu'elle est à huis clos, de transformer notre système éducatif. Et on parle de confiance. Ceux et celles qui aiment tant l'éducation auraient-ils peur de notre regard à nous, de nos critiques? Nous qui pouvons l'affirmer, sommes les experts de notre métier et de l'école. Alors, oui, de toute manière, que la loi passe ou pas, il faudra continuer à se battre. Et nous serons en grève. Et on commencera demain, jeudi 13 juin, devant le Sénat. Bonjour,
Moi, je suis Magali, professeure des écoles à Paris, en zone d'éducation prioritaire. Alors, Arthur vient de dire que la grève démarrait demain pour les enseignants du premier degré, effectivement. Et moi, je vais vous parler en fait de ce qui va se passer à partir du 17 avec la semaine d'enfer pour Blanquer. Une semaine d'enfer pour Blanquer du 17 au 22 juin, de la maternelle au lycée. Pourquoi ? Parce que les réformes que le ministre Blanquer met en œuvre dans l'autoritarisme le plus total s'inscrivent dans le projet global d'une société fondée sur l'inégalité et la loi du plus fort. La logique de tri social des élèves qu'adoptent toutes ces réformes n'est pas celle qui fonde les valeurs de nos engagements d'enseignantes et enseignants. Lundi, les profs des écoles primaires et des lycées seront ensemble sur les piquets de grève du bac. Ensemble, nous nous battrons pour assurer à nos élèves un avenir fondé sur l'égalité sociale. Et toute la semaine, nous irons de piquets de grève en happening, d'assemblée générale en manifestation, pour défendre l'école publique, ce bien commun qui devrait être capable d'assurer ces fondements d'une société juste et égalitaire. Ces actions, je les mènerai en pensant à Yasmina. Fille de parents marocains habitant les quartiers populaires du nord de Paris, Yasmina n'avait que 8 ans lorsqu'elle est entrée dans ma classe pour y faire son CE2, comme on dit. Yasmina venait tout juste d'apprendre à lire. Elle était peureuse et fière tout à la fois, parfois agressive, en fait tétanisée à l'idée de mal faire et de rater. 2 années scolaires durant, sa maîtresse avait eu soin de mettre en confiance la maman de Yasmina, de l'épauler pour aider au mieux sa fille. Cela n'avait pas été facile. Le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté, sollicité sur 5 écoles du quartier, n'était pas toujours au rendez-vous. Il en avait fallu à cette enseignante de la patience, de la ténacité, de l'engagement personnel pour montrer à son élève le chemin de l'émancipation au milieu de cette école de REP+, déjà bien abîmée, souvent privée des moyens les plus élémentaires. Sa tâche d'enseignante aurait été facilitée si le dédoublement des CP, mesure phare du gouvernement, avait été déjà mise en place ? Peut-être. En tout cas, les évaluations d'entrée en CP n'auraient servi en rien à Yasmina dans ses apprentissages. Plutôt, cette petite fille aurait probablement intégré dès la rentrée la terrible litanie du « je ne sais pas faire », alias « l'école n'est pas pour moi », assigné à sa classe sociale. Alors, monsieur le ministre, lorsque des enseignants refusent de faire passer les évaluations à leurs élèves, plutôt que de les blâmer, écoutez-les. Pensez-vous vraiment que Yasmina aurait gagné la confiance, comme on dit, en passant des évaluations mises de côté par sa maîtresse dans le bureau du directeur ? Pensez-vous vraiment que Yasmina aurait mieux maîtrisé la lecture en ânonnant à longueur de CP les non-mots du petit livre orange pour apprendre à déchiffrer ? Du CE2 au CM2, Yasmina s'est attachée à faire de l'écriture et de la lecture ses super pouvoirs. Je me souviens de ce matin de CM1 où la marche a été franchie, de ce matin de CM1 où Yasmina m'a annoncé « Maîtresse, c'est pas la peine de faire ta leçon sur les grandes découvertes. Je suis allée à la bibliothèque, j'ai cherché et j'ai écrit un texte sur les Indiens d'Amérique. Je peux le lire à la classe ?» Cela avait été laborieux, mais c'était bien là. La route était devant elle, définitivement. Et c'est avec ce nouveau visage que Yasmina est entrée en 6e. Qu'aurait-on fait à Yasmina avec le livret scolaire unique numérisé ? Nous aurions perdu sa maman devant un document totalement inadapté. Nous aurions aussi marqué Yasmina au fer rouge du sceau de ses difficultés premières à l'école. Car ne nous y trompons pas, le LSUN, par le traçage numérique des élèves qu'il impose, est aussi une atteinte au droit à l'enfance. Le LSUN, dès l'école primaire, c'est l'une des pierres à l'édifice d'un tri social généralisé des élèves. Le droit ou non d'entrer en EPLI dès la maternelle, AFELNET et les places non assurées dans les collèges de quartier, Parcoursup, en sont les autres pierres. Le projet social du gouvernement en matière d'éducative est clair et depuis longtemps. Assigner chaque enfant à une place prédéfinie par le recours aux calculs bassement économiques et aux algorithmes aveugles et gestionnaires des réalités humaines. Aujourd'hui, Yasmina s'apprête à passer en première. Vous savez, cette classe pour laquelle les élèves de seconde doivent désormais choisir des spécialités à la carte. Yasmina, plus tard, elle voudrait être pharmacienne. Seules 7 spécialités sur les 12 annoncées par le ministre seront disponibles à la rentrée dans son lycée. Alors, pour y étudier la physique-chimie, il faut avoir minimum 16 de moyenne en seconde dans son lycée. Yasmina n'a que 13. Dès la classe de première, la réforme lui ferme la voie à l'avenir qu'elle s'était pourtant choisi. Alors pour Yasmina, pour tous les élèves que je veux pouvoir mener vers le chemin de l'esprit critique et de leur liberté, avec nos collègues du secondaire, ensemble, nous irons faire une semaine d'enfer à Blanquer. Toute la semaine, nous dirons à ces projets ministériels, nous dirons non à ces projets ministériels, non à cette logique managériale de l'école. Toute la semaine, nos actions seront force de proposition.
Formation réelle et approfondie des enseignantes et enseignants, liberté pédagogique au nom de l'expertise de terrain de ces professionnels, moyens humains, pédagogiques et matériels égaux sur tout le territoire. Nos actions iront vers la promesse d'une école ambitieuse et émancipatrice pour toutes et tous. Nous n'avons plus le choix. Vive la semaine d'enfer, Blocon Blanquer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Louis Boyard, je suis président de l'Union nationale lycéenne, syndicat lycéen. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'un lycéen est avec, si on veut prendre les mots de Blanquer, avec les bourreaux, c'est syndrome de Stockholm? Non. Notre présence ici, elle est là parce que il y a un peu moins d'une semaine, on a sorti une lettre à nos profs après des longs débats dans notre organisation, parce que une grève du bac, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Ça a déjà été dit, il y en a eu en 68, on s'en rappelle, c'est même dans nos manuels scolaires. Il y en a eu en 2003, et troisième date historique qu'on retiendra dans l'histoire de l'éducation nationale, 2019. À cause de quoi? À cause des réformes Blanquer. Au début, c'était pas une décision facile à prendre. Beaucoup pourraient dire, d'ailleurs c'est l'argument qui a été donné, les professeurs font ça pour eux. Et il y a quelque chose qui me marque sur cette conférence de presse, pas à un seul moment les professeurs ont parlé d'eux. Pas à un seul moment vous avez parlé de vos salaires. Pas à un seul moment vous avez parlé de vos conditions de travail dégueulasses. Pas à un seul moment vous avez parlé de la répression dont on a pu parler en huis clos avant. La seule chose dont vous avez parlé, c'est Yasmina, c'est les enfants. C'est ce qui était à la tribune, la tribune qui parlait des lycées professionnels. Et en fait, quand on écoute ces professeurs et qu'on ne parle pas de la caricature de Blanquer, on voit qu'en fait, ils s'en foutent d'eux. Hein. Et d'ailleurs, vous ne devriez pas. En fait, ils ne pensent qu'à nous. Et quand je vois Blanquer dire « vous prenez les lycéens en otage », mais moi, je me rappelle qu'il y avait 150 lycéens à genoux, main sur la tête. Ça ressemblait à une prise d'otage. Par contre, des professeurs qui parlent de nous comme si on était des véritables personnes, parce que c'est ça qu'on n'entend pas dans la voix de Blanquer. Quand on entend Blanquer, on entend toujours dire 100 000 lycéens ou un tiers, on entend toujours donner des pourcentages. Jean-Michel Blanquer, il parle de nous comme des variables d'ajustement. Derrière, là, Arthur, professeur des écoles, il a parlé des enfants, mais il en a parlé comme si c'était des humains. Il en a parlé comme si jamais c'était leur avenir qui était en jeu, et c'est le cas. Et si on a décidé de soutenir les professeurs, c'est parce qu'on a compris que non, c'est pas des bourreaux. Au contraire, c'est des personnes qui se sont engagées, et c'est un mot qui est utilisé, c'est un engagement d'être professeur aujourd'hui. C'est pas un métier qu'on fait, si, c'est un métier qu'on fait par choix. Ce serait beaucoup plus simple d'aller dans le privé. Hein. Ben non, merci, vous avez décidé de rester dans le public. Moi, jamais j'aurais eu les moyens d'aller dans le privé. Jamais. Jamais j'aurais pu aujourd'hui me tenir à une tribune et prendre la parole si j'avais pas eu mes profs qui m'avaient appris à le faire. Je pensais aussi aux lycéens en voie professionnelle, on a réduit les cours en langue et d'ailleurs on leur a pas mis de philosophie. Ça aujourd'hui c'est ça la politique Blanquer. Un lycéen qui est en lycée professionnel, il a moins le droit qu'un lycéen en voie générale d'être à jour sur les questions de la mort, de la vie, sur les questions du rapport de l'autre, du rapport à soi. Non, être lycéen professionnel sous Jean-Michel Blanquer, serre-toi de tes mains, pas de ta tête. Ta tête c'est pour nous. Ensuite, j'aimerais aussi parler de Parcoursup. On en est à la 2e année. Parcoursup, c'est déjà comme si ça avait été admis. On a 120 000 lycéens qui ont été dans le privé parce qu'ils n'ont pas eu de fac l'année dernière. 120 000, c'est un chiffre énorme. On a 50 000 lycéens considérés comme inactifs qui ont disparu. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont allés. C'est des lycéens qui se sont connectés sur Parcoursup, qui se sont dit « je veux aller à l'enseignement supérieur » et finalement, ils ne sont pas allés dans le privé, ils ne sont pas allés dans le public, on ne sait pas où ils ont été. En réalité, on sait où est-ce qu'ils ont été. Hein. Ils ont été chercher un taf. Et aujourd'hui, c'est ces lycéens qu'on retrouve à bosser au McDo en essayant de retaper une autre année Parcoursup parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir des parents qui peuvent nous payer une année sabbatique. J'aimerais aussi parler de la réforme du lycée. 12 spécialités, ça a l'air génial ça. En fait, quand vous regardez, là c'est cool, hein, on est à Paris. Ici, vous avez en moyenne, 8 spécialités pour les plus petits lycées. Vous allez en banlieue par contre, vous en avez 5 ou 6 de spécialités disponibles. Et vous allez dans certains lycées ruraux, vous n'en avez que 3. Avoir que 3 spécialités, ça peut paraître abstrait. La vérité, c'est que quand vous allez remplir votre feuille pour choisir la suite de vos études, vous aurez seulement les 3 spécialités qui sont disponibles dans votre lycée. Donc en fonction du lycée d'où vous venez, en fait votre avenir il sera fixé. Vous voulez devenir historien, c'est mort. Tu vas seulement faire des mathématiques. Vous voulez devenir, je sais pas moi, vous voulez travailler, je sais pas, devenir professeur, c'est mort, t'as pas les bonnes spécialités. C'est ça derrière la politique Blanquer. Et derrière, on nous retape autre chose, la loi école de la confiance. On a Blanquer qui nous parle de respect de l'ordre. Il y a quand même quelque chose de fondamental pour baser l'ordre, c'est la démocratie. Est-ce que la loi école de la confiance, elle était dans le programme de la République en marche au début des élections? Nous, on n'était pas au courant. Hein.
Ensuite, il nous a présenté le truc. Il y a eu le Conseil supérieur de l'éducation, il y a eu les conseils d'administration dans les lycées. Ils ont perdu tous les votes. Ils ont perdu tous les votes. Et pourtant, ils continuent de faire passer, ça. Là, aujourd'hui, on a la grève du bac. C'est pas rien. Seulement 3 fois dans l'histoire française que ça arrive. Ça fait depuis Napoléon que ça existe le bac. Hein. Seulement la 3e fois dans notre histoire. Et il est en train de dire que c'est nous qui sommes minoritaires. Donc pour résumer la situation, on a un ministre qui est là depuis 2 ans, qui perd tous ses votes, qui n'a même pas annoncé son programme avant de pouvoir appliquer ce qu'il a envie de faire, qui derrière fait passer les professeurs pour des dangereux illuminés, alors qu'en vérité quand vous les entendez parler, ils perdent les mois de salaire et puis derrière ils passent pour des terribles bourreaux devant les parents d'élèves, alors qu'en vérité, en fait ils nous parlent seulement de Yasmina et des enfants et c'est les seuls à nous voir comme des humains, et derrière nous, on va venir nous dire, lycéens, vous devez être contre vos professeurs. Moi j'ai plus souvent vu les professeurs me filer un coup de main que le gouvernement En Marche aujourd'hui. Le gouvernement En Marche, ce que je retiens, c'est Parcoursup, c'est Mantes-la-Jolie, c'est la réforme du bac. Mes professeurs, ce que j'en retiens, c'est que je suis aujourd'hui capable de me tenir ici sur une tribune pour dire que c'est pas ça l'avenir que je veux. Que les lycéens en voie professionnelle que je vois tous les jours dans mon organisation et qui disent mais je veux aller à l'université, mais ils m'ont dit je peux pas. Moi j'ai envie de leur dire si en fait t'as le droit, mobilise-toi. Mais en décembre on s'est senti seul. En décembre, quand on a eu tout ce mouvement lycéen-là, on a encore une fois Jean-Michel Blanquer qui a dit « Regardez ceux-là, les ultra-minoritaires dangereux qui mettent en danger l'ordre. » En fait, non, c'était ta jeunesse. Le mec, il est ministre de l'Éducation nationale, donc ministre des professeurs, il est ministre de la jeunesse. Là, aujourd'hui, vous avez les professeurs qui parlent pour les élèves, vous avez les élèves qui soutiennent les professeurs, parce que finalement, on a bien compris que ce mec, c'est un rouleau compresseur, aujourd'hui, il a décidé de te passer en force sur toutes ces lois-là, et aujourd'hui, moi, je pense qu'il la fera passer, sa loi. Mais il se passe quand même quelque chose. Je pense que là, aujourd'hui, on a eu l'occasion de discuter. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à des lycéens qui disaient « Ah, mais je veux pas de cette grève du bac. » Et quand j'ai expliqué « Mais regarde ce qu'ils sont en train de faire. Les pétitions n'ont pas fonctionné. Les blocages n'ont pas fonctionné. Les votes en interne de l'éducation nationale n'ont pas fonctionné. Les manifestations n'ont pas fonctionné. Alors, à partir de ce moment-là, on fait quoi ? On décide, puisque ça ne fonctionne pas, on arrête tout. Moi, je dis sous mon syndicat, j'arrête de militer. On arrête d'organiser la conférence de presse, parce que à partir du moment où on n'est pas capable d'admettre qu'il faut pouvoir monter d'un cran dans la lutte, en fait, ça veut dire qu'on fait le constat que de toute façon, le mec, il résistera à tout, et on arrête tout. Et nous, on n'a pas envie d'arrêter. Parce que derrière, on comprend que, moi, derrière, c'est ma fac. Mon petit frère qui est là, fait son choix de spécialité. Je comprends qu'en fait, lui, qui derrière veut devenir ingénieur, il n'a pas ça dans son lycée, donc il ne pourra pas le faire. Mon ami qui est en lycée professionnel et qui veut aller à la fac parce qu'on l'a orienté de force en voie professionnelle, moi j'ai envie qu'il puisse y aller. Les professeurs, avec l'article 1 qui se mobilise pour nous, j'ai envie que vous puissiez continuer de vous exprimer. Et si jamais il faut aller jusqu'à la grève du bac, alors on ira jusqu'à la grève du bac. Peut-être que sa loi elle passera. Et par contre, il faut quand même se rappeler qu'ils sont passés en force sur les gilets jaunes, ils sont passés en force sur la SNCF, ils sont passés en force sur les urgences, ils passent en force sur absolument tout le monde. On avait un gouvernement qui nous avait fait ça il y a 5 ans, c'est le gouvernement de François Hollande. Vous avez vu comment ça a fini avec la loi travail. Moi aujourd'hui c'est plus ou moins cette confiance, parce qu'elle n'est pas dans l'école de la confiance, non, cette confiance je l'ai entre nous, toutes ces personnes qui forment la société, l'urgentiste que peut-être nous lycéens on sera le lendemain, les cheminots que peut-être nous les collégiens on sera le lendemain, les professeurs que j'aimerais être, parce que quand je vois l'engagement, moi c'est ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de préserver tout ça, et oui, moi je dis vive la grève du bac, grand remerciement à nos professeurs, et si jamais nous on se rendra à l'heure et à la date qui sont indiquées sur nos conversations, sur nos convocations, on ira quand même si jamais il n'y a pas le bac, on ira avec le sourire, parce que quand on vous verra avec les t-shirts Sois prof et tais-toi, on saura que plus tard ce sera peut-être nous, que ça a été nous en décembre. Et Jean-Michel Blanquer qui dit que les professeurs sont des preneurs d'otages, c'est faux. C'est lui le preneur d'otages, il a perdu tous ses votes, il fait passer tout ça en force. Et vous, journalistes, vous avez aussi cette responsabilité de rétablir la vérité. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés, et vous aussi, vous êtes attaqués. Et je pense qu'il se passe quelque chose en ce moment. Et nous, on va pas le manquer non plus. On a su faire ce qu'on a fait en décembre. Et si jamais il faut poursuivre l'année prochaine, parce qu'on ralentira pas sur ces lois-là, on continuera de le faire. Et donc, au nom de mon organisation, mais aussi de tous les lycéens qui travaillent avec nous tous les jours, on vous soutient, on vous remercie, on sera avec vous. Donc merci à vous les professeurs. Merci. Bonjour, Cécile, parent d'élèves dans le 20e arrondissement de Paris. Donc rappeler effectivement qu'il y a un mouvement de parents d'élèves assez massif et assez inédit. C'est important à souligner, pour un sujet qui dépasse largement les mouvements
de parents d'élèves focalisés par exemple sur les fermetures d'écoles. Là, c'est un enjeu nettement plus important, plus large, et c'est massivement suivi. Depuis le début de la mobilisation, au sein des fédérations de parents, mais également en dehors, de nombreuses initiatives dans le quart nord-est parisien notamment se sont multipliées, émanant des institutions, enfin, au sein des écoles, des collèges, etc. Alors, beaucoup de choses ont été dites, et par ailleurs, cette loi attaque tellement large et aborde de tellement nombreux points que c'est difficile de tenir un discours rapide et synthétique sur le sujet. Néanmoins, ce qui peut expliquer la mobilisation des parents d'élèves, d'abord une fréquentation quand même des établissements qui fait qu'ils voient bien, dans certains quartiers notamment, que les moyens ne sont pas au rendez-vous. Ils voient bien que les réformes, dont on peut se demander quelle est la part de réforme, et effectivement, sont adoptées ou imposées fréquemment envers et contre la communauté éducative, et ça depuis un certain nombre d'années, et sans concertation. On voit bien là, pour cette loi d'ailleurs, qu'il y a déjà des mesures qui sont mises, enfin des infrastructures qui se mettent en place, anticipant même sur la loi, ce qui est assez préoccupant et inquiétant. Alors, ce qui a pu aussi mobiliser, au-delà de ça, c'est finalement les grands enjeux et les grands thèmes assez fondamentaux que soulève cette loi, et on l'a dit, mais rappelons-le, avec notamment quand même l'article 1, et qui n'est pas une abstraction, et qui va même bien au-delà des professeurs envers lesquels elle s'adresse, puisqu'encore une fois, les parents d'élèves ont pu en faire l'expérience sur des sujets a priori pas nécessairement totalement subversifs, puisque dès l'automne déjà, dans de nombreux lycées, les réunions visant simplement à informer sur la réforme du lycée ont été tout simplement interdites et proscrites, dans un climat absolument délétère, avec un sentiment de caporalisation des chefs d'établissement. Et ça, dans le 20e parisien, en tout cas, on l'a tous expérimenté. Sur la loi Blanquer, ça a été très compliqué de se réunir dans les établissements, de tenir des réunions, de tenir des discours, d'informer. Donc, encore une fois, c'est loin d'être une abstraction, et finalement, alors même que la loi n'est pas votée, on en voit déjà les effets. Donc on a pu dire, oui, ça n'a pas de valeur normative, enfin on sait bien que le rappeler qui plus est en article 1, c'était quand même une sorte de menace, et la chape de plomb est déjà là. Et plus généralement, s'il fallait retirer une sorte de thématique générale de cette loi, de problématique qui inquiète et préoccupe, c'est fondamentalement une très large rupture d'inégalité. Alors on a parlé des établissements à deux vitesses, etc. On le voit bien, on a le sentiment que un socle qui soit le même pour tous, avec les mêmes moyens partout et pour tous, c'est clairement pas ce qui est mis en avant. On a le sentiment depuis, enfin c'est plus que le sentiment, c'est qu'on analyse très clairement depuis un certain nombre d'années que la mise en avant de l'inclusion, de la mixité sociale sans aucun moyen sont des alibis, pour ne pas dire des cache-misères. Voilà, donc un certain nombre de problématiques de société qui dépassent aussi d'ailleurs très largement, c'est finalement le service public tout entier qui est en cause et en jeu, ce qui peut donc expliquer une forte préoccupation et mobilisation des parents. Parents qui sont confrontés par ailleurs, cela a été dit à plusieurs reprises, à Affelnet et Parcoursup, et qui ont bien vu le pouvoir totalement déshumanisant et autoritaire de cette organisation de leur orientation totalement algorithmique, de même que ces évaluations également algorithmiques et assez préoccupantes. Voilà. Autre motif aussi très récurrent dans les discussions de parents d'élèves et qui peut aussi les mobiliser, la fuite dans le privé. C'est à chaque cap et à chaque seuil, et notamment après alors il y a l'école bien sûr, mais après la dernière année d'école élémentaire, la fuite dans le privé est impressionnante, à Paris notamment. Voilà, un certain nombre d'arguments qui nous sont donnés de manière récurrente et systématique lorsqu'on se manifeste auprès des académies, qui est « il y a pire ailleurs », un argument qu'on ne peut plus entendre. Ce serait bien qu'on nous dise aussi qu'il y a mieux ailleurs, et que nous, de toute façon, ce qu'on demande, c'est le mieux pour tous, et pas de s'aligner sur le pire. Ou c'est déjà comme ça, c'était déjà comme ça. Alors effectivement, la dotation horaire variable selon les établissements introduit déjà finalement une rupture d'égalité. Mais ce n'est pas une raison pour la graver dans le marbre, et la graver surtout avec une loi. Voilà à peu près ce que personnellement j'aurais
à dire au nom, et à l'issue, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup de réunions. Oui, rappelez quand même qu'un des indices, parce que de la même manière qu'aux enseignants, hein, on nous oppose que ce sont un petit nombre de parents. Dans le quart nord-est parisien, les opérations école déserte, école morte, collège désert, collège mort ont été massivement suivies. Enfin, on arrive à des moyennes de 90-95%. Il y en a qui ont été simultanées comme des salves. Un jour donné, il y avait 10-15 établissements en opération école collège désert. Il y en a qui n'avaient pas pris le train au bon moment, qui l'ont fait 3 semaines après, pareil, 95%. Donc encore une fois, un symptôme d'une réelle préoccupation, mobilisation, soutien donc aux côtés des enseignants, mais aussi indépendamment, encore une fois, face à ce qui semble un problème de société majeur. Je suis également parent d'élèves. Je ne peux que confirmer tout ce que vient de dire Cécile, mais j'aimerais aussi surtout beaucoup confirmer qu'il existe une confiance de longue date, comme l'a signalé tout à l'heure Arthur, des parents et des familles envers les enseignants, et qu'on n'a vraiment pas besoin d'une loi pour instituer cette confiance qui existe déjà, de fait. Voilà. Donc, je m'appelle Manuela Kuropadva, je suis conseillère principale d'éducation sur l'Académie de Paris. Aujourd'hui, je représente le collectif des Stylos Rouges, que vous connaissez peut-être, sûrement, j'espère, qui est un collectif qui compte 70 000 membres à ce jour, un petit peu moins de 70 000 membres en réalité, membres qui sont tous personnels de l'éducation nationale. Ce collectif, il a pris naissance au cours du mois de décembre sur les réseaux sociaux, notamment pour alerter le ministre sur 3 points essentiels: la revalorisation, excusez-moi, de nos métiers, une vraie bienveillance de l'État pour les élèves, et enfin la reconnaissance de la qualité de notre travail et de nos fonctions. Alors depuis plus de 6 mois, il y a quand même un gros travail qui a été fait par les Stylos Rouges. Les messages d'alerte ont été portés concernant les réformes annoncées, la loi dite École de la confiance, la réforme du bac, la réforme du lycée. Ça fait beaucoup de réformes à la fois. On a des élus locaux et des parlementaires qui ont pris le temps de nous écouter, pris le temps d'écouter nos arguments et de comprendre la lutte qu'on menait. Nombreux parents d'élèves nous ont rejoints aussi. Des collectifs de personnel sont nés un petit peu partout, de diverses formes et avec divers moyens. Et des experts aussi. On partage tous exactement les mêmes inquiétudes quant à l'avenir de notre système éducatif français. On n'est pas les seuls à avoir signé cet appel à la grève du bac le 17 juin suite à l'intersyndicale du 29 mai. On est très nombreux et c'est assez unitaire. Donc je pense que ça montre aussi la force de ce mouvement qui est né tout doucement finalement, et qui est né un petit peu avec les lycéens au moment des blocus en décembre. C'est-à-dire qu'on était, nous aussi, moi qui suis conseillère principale d'éducation, j'étais dehors au moment des blocus, et ça a commencé comme ça et ça a été très très vite étouffé, et je tiens à le dire, c'est important, par les hiérarchies. Moi, dans l'établissement dans lequel je travaillais à l'époque, puisque je n'y suis plus, il y a eu des sanctions arbitraires très graves et massives qui ont été prises à l'encontre des élèves qui avaient tenté de bloquer, et parfois même par des élèves qui n'étaient pas présents au moment des blocus, juste pour faire l'exemple. Parce qu'ils avaient, s'ils n'étaient pas là, du moins ils avaient une parole politique importante dans l'établissement. Donc il fallait tuer ça dans l'œuf. Donc ça a été très vite tué, effectivement, en décembre, dans l'établissement dans lequel j'étais. Et puis ça s'est poursuivi, je crois, sur les réseaux sociaux, et je pense qu'on a mesuré aussi, nous, personnels, l'importance de votre inquiétude que nous partagions. Mais vous êtes encore plus légitime pour la porter, cette inquiétude, je trouve, parce que c'est votre avenir dont il s'agit. Voilà, donc les Stylos Rouges, dans une démarche de contestation constructive, on a étayé nos positions sur les différents articles qui composent la loi École de la confiance. Une série d'amendements a été proposée par le collectif avant le passage de la loi au Sénat. Et on a fini par poser un ultimatum en février qui annonçait cette grève des examens. Il y a eu 2 entrevues au ministère, une le 4 avril et une autre le 6 mai dernier, donc avec des RH, avec des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale. Et malgré tout ça, le ministère, comme l'ont dit tous mes collègues,
le ministère reste absolument sourd à toute revendication. C'est-à-dire, je crois qu'ils n'entendent pas. Et on voit à côté de ça que les réformes, elles s'enchaînent. Elles s'enchaînent réellement, bien au-delà de l'éducation nationale. On le voit donc après la réforme de transformation, entre guillemets, de la fonction publique. On le voit au sein de l'éducation nationale avec cette annonce de réforme du diplôme national du brevet en 2021. Donc allons-y, la porte est ouverte. On a la sensation vraiment qu'on peut absolument tout faire, et faire des élèves absolument tout ce qu'on veut. Donc voilà, vous verrez sur les stylos rouges, si vous ne connaissez pas, on dit qu'on a ce logo, l'éducation en colère. Et réellement, il y a une vraie colère par rapport à toutes ces réformes et toutes ces propositions qui finalement finissent par être actées sans notre participation. Il y a une vraie, réelle colère. Voilà. Alors, je voulais également rebondir sur ces jolis mots qu'ils emploient. Donc, comme vous disiez, réforme. Une réforme, c'est censé être positif. La confiance, c'est censé être positif. La transformation aussi, voilà, ce sont des mots qui sont employés, qui ont une connotation très positive, mais qui sont employés par le gouvernement pour dissimuler un véritable plan social. C'est-à-dire qu'on est sur de la casse de la fonction publique, de la casse des élèves, dans la foulée. Une contractualisation très importante des services publics qui est très inquiétante pour notre système pas qu'éducatif en général. Voilà, donc pour donner suite à tout ce dialogue qui est totalement fermé par le gouvernement et devant la dégradation programmée des conditions d'enseignement pour les élèves et pour les personnels, nous utiliserons les stylos rouges, les préavis de grève déposés reconduits par nos syndicats pendant toute la période des examens, BAC, BEP, CAP, DNB, autant pour les surveillances que pour les corrections, comme nous l'avions déclaré publiquement en février. Nous, en aucun cas, on ne souhaite pénaliser les élèves, au contraire, c'est par nos actions qu'on défend, comme tous les grévistes et tous ceux qui sont dans l'action depuis des mois, depuis 6 mois, c'est long 6 mois, c'est beaucoup de retrait sur salaire. Il faut savoir quand même, je tiens à le redire à chaque fois, qu'à chaque fois que nous faisons grève, nous ne sommes pas payés, nous avons un retrait sur salaire, qui va aller en gros, quand on est assistant d'éducation, 50 €, et quand voilà, moi pour ma part, j'ai un retrait de salaire de 100 € à chaque fois. Et ça peut monter très vite quand on est agrégé à 150, 180 € par jour. Pardon, j'ai dit par mois, c'est par jour. Voilà, donc on estime que le gouvernement, par son autisme, par son manque d'écoute, par sa surdité, est le seul responsable des choix politiques qu'il fait. C'est lui qui est responsable du blocage des examens et absolument pas les enseignants. Je crois qu'on a le soutien maintenant des parents d'élèves, des lycéens. On est beaucoup plus à l'aise dans cette situation de blocage parce que clairement, dans nos métiers, c'est pas facile de dire aux élèves on ne vous fera pas passer le bac alors qu'on les y entraîne toute l'année. C'est pas une décision qui est facile. Voilà, et je voudrais terminer parce que c'est important en assurant notre plein soutien à tous les collègues qui ont cru être libres de pouvoir s'exprimer en France en 2019 et qui ont subi et subissent en conséquence des intimidations, des répressions administratives, parfois des violences physiques en manifestation. On l'a vu à Toulouse devant la préfecture. Voilà, la confiance, c'est pas ça. Et c'est pas du tout ce qu'on attend d'un ministre de l'Éducation nationale. C'est pas ce qu'on espère en tout cas. Bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis professeure d'art plastique dans le premier degré à Paris. Et je voulais retracer un tout petit peu l'historique de cette conférence de presse. Cette conférence de presse, elle est née d'un appel qui s'appelle « Appel des profs aux citoyens encore debout » qui est paru dans Mediapart il y a un mois, 21 mai. Cet appel, il était accompagné d'une pétition. Et on l'avait envoyé à un certain nombre de personnalités, dont 2 sont présentes ici, Antoine Peillon et Ludivine Bantigny. Et on a eu, en fait, on visait ça. C'est-à-dire qu'on avait vu l'appel des 1400 disant soutenir les Gilets jaunes, les artistes, dont des personnalités vraiment connues. Et on s'est dit, vu que des personnalités s'engagent pour les Gilets jaunes, on va leur demander de s'engager pour l'éducation nationale. Pour nous, c'est presque le même combat. Et donc on a eu un super retour, Ludivine en l'occurrence, qui nous a proposé d'écrire une tribune qui venait d'eux et qui est publiée ce matin dans Libération, sous le titre Pas de tri sélectif pour l'école de la République. Pas de tri sélectif pour l'école de la République.
Voilà. Et l'idée est effectivement de montrer l'unité totale qu'il y a à ce sujet. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que la première tribune dans Mediapart, elle émanait donc de l'AG des enseignants du premier degré à Paris. Les enseignants en grève se réunissent en AG. Dans les AG, il y a des commissions, et une de ces commissions a constitué un site internet qui s'appelle Blocomblanquer. Donc c'est le site internet blocomblanquer.fr. Et je vais vous parler de ça maintenant. Donc, en tant que membre de l'équipe fondatrice du site internet Blocomblanquer, je voudrais ici énoncer la stratégie qui a présidé à la création de cette plateforme, énoncer le pourquoi de cette stratégie et son contexte. Avant toute chose, il nous faut admettre cette prémisse. Nous sommes en état de guerre. C'est rigolo et ça n'est pas très, puisque nous sommes face à un gouvernement qui fait ouvertement la guerre à son peuple et qui, comme dans tout moment similaire, génère sa propagande. Dans cette guerre de propagande, le gouvernement et ses affidés s'appuient sur une acception falsifiée de la démocratie. Il suffirait de sortir majoritaire de scrutins délaissés et manipulés pour s'instituer magiquement représentant d'un peuple qui les omit et qui le leur fait savoir par tous les moyens à sa disposition. Mais la représentation est une question bien plus délicate. Et ce gouvernement, ses soutiens, se trouvent face à un peuple formé par des années d'histoire, de philosophie et d'art plastique, un peuple qui sait bien qu'il n'est pas représenté. Ce gouvernement, dans son entreprise de propagande, nous vole nos mots et les pervertit. Élection pour démocratie, inégalité de destin, ça c'est un terme qu'on a pu trouver sur des tracts de La République En Marche, qui était destiné à faire de la désintox de notre information. Donc on trouvait le terme inégalité de destin pour désigner en fait ce qui est la destruction des solidarités, et confiance évidemment pour obéissance. Or ça, une armée de profs et de citoyens aux aguets le sait, le voit et le dénonce. Une armée de citoyens et de citoyennes formés à l'école publique par des programmes de français, de sciences, d'histoire, de philo, d'art, formés à l'esprit critique, l'esprit d'analyse et de synthèse, au raisonnement argumenté, et une armée férocement attachée à sa liberté, valeur inscrite à tous nos frontons. C'est précisément cela qu'il s'agit de détruire ou de défendre. On ne comprend rien à la situation actuelle si l'on ne voit pas qu'elle énonce un bras de fer entre ceux et celles qui entendent défendre une certaine vision égalitaire et émancipatrice de l'école, et ceux qui en ont une vision totalement utilitariste au service d'intérêts financiers qui détruisent jusqu'à la planète sur laquelle nous nous trouvons. L'heure est donc grave. Bien sûr, si nous perdons, le monde ne va pas s'écrouler du jour au lendemain. Bien sûr, nous tous à cette table continuerons à résister et à tenter de colmater les brèches. Mais l'heure est grave parce que le désespoir nous gagne. Notre collègue de Saint-Denis a dressé la liste de toutes les actions entreprises, nationalement, régionalement, localement, depuis des mois, par tous. J'ai dit notre collègue de Saint-Denis parce que j'avais écrit la tribune avant, mais en vérité, tout le monde ici n'a fait qu'énoncer cette liste. Force est de constater que si ces mobilisations nous ont tout à la fois soudés et épuisés, elles n'ont pas fait bouger le gouvernement. Des réformes contestées par tous ceux et celles qu'elles concernent, des réformes qui vont transformer profondément le visage de la citoyenneté française sont en train de passer. Face à cette situation, nous qui sommes dans la lutte, nous avons deux choix, une alternative. Soit trouver que c'est trop dur et renoncer, soit trouver que c'est trop grave et s'enfoncer. S'enfoncer dans la détermination la plus farouche, souder les rangs, définir une stratégie. Il faut redire que nous vivons une situation inédite depuis longtemps. Il ne s'agit plus de dégraisser le mammouth. Il s'agit de transformer la citoyenneté. Ce gouvernement a un projet. Nous sommes bien dans la disruption promise par le candidat Macron. Nous sommes face à un changement de paradigme. Et la difficulté dans un tel moment est de s'outiller intellectuellement pour avoir prise sur la situation. C'est pourquoi la lutte est si difficile. Face à un ministre sourd à tout dialogue démocratique, il nous faut réinventer les moyens de nous faire entendre.
Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer aux grèves, aux manifestations, aux pétitions, aux syndicats. Tout ceci est très important et je tiens à dire que nous voyons aussi les manœuvres visant à détruire le syndicalisme. Mais cela signifie que nous n'obtiendrons rien sans le soutien massif de la population, c'est-à-dire de ceux et celles qui tiennent à l'idéal démocratique auquel l'école publique nous a formés. Alors, nous, les profs, qui choisissons de saboter cette année l'examen fétiche pour lequel par ailleurs nous luttons, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, les collègues hésitants et fatigués par des grèves inutiles, entre guillemets bien évidemment, qui êtes pourtant convaincus de la gravité des réformes en cours. Nous avons besoin de vous, les personnalités médiatiques, qui prenez le risque de cliver au prix de votre notoriété pour défendre avec nous l'école publique émancipatrice. Nous avons besoin de vous, les journalistes, qui êtes farouchement attachés à l'idée que votre métier constitue un contre-pouvoir fondamental en démocratie, et qui devez comprendre qu'en temps de guerre, la neutralité revient à favoriser le plus fort. Nous avons besoin de vous, les parents, qui décidez ou non de choisir entre l'intérêt particulier de votre enfant et l'intérêt général de la société que vous voulez pour lui. Et nous avons besoin de vous, les jeunes, vous à qui l'on doit tout et qui pourtant devrez vous battre par vous-même pour défendre l'avenir que vous voulez. Sans vous tous, donc, nous ne parviendrons pas à supporter notre épuisement. Nous en sommes à plusieurs mois de lutte éprouvant. Il faut imaginer, si l'on ne le vit pas, ce qui signifie à la fois être en grève pour défendre ses convictions et assurer le suivi et le maintien de ces classes qui donnent le sens même à notre action. Ce que signifie pour nos familles nos absences répétées pour réunions, coups de fil pléthoriques, heures de travail derrière les écrans, les mailing lists, les fils WhatsApp et autres. Il faut imaginer les engueulades à la maison. Il faut imaginer ce que signifie aussi la peur permanente de mettre en péril notre carrière et nos familles. Pour info, avec la loi, l'article 1 qui n'est pas passé, mais qui est là, on hésite tous à donner nos noms, on ne sait pas si on peut parler, c'est hyper grave. Et donc, nous avons peur pour le seul fait d'avoir exercé notre esprit critique et notre liberté d'expression, ce pourquoi précisément nous nous battons et ce à quoi nous avons été formés. Alors je tiens à dire que les situations ne sont jamais écrites à l'avance. En tant que prof, nous savons bien que chaque heure de cours dépend de beaucoup de paramètres dont la qualité du dispositif de cours pensé en amont n'est pas le moindre. La présente conférence de presse, tous les membres de cette assemblée provisoire sont l'un de ces dispositifs cruciaux qui peuvent faire basculer une situation. En ce moment même, les mots que je prononce, les idées qui sont échangées sont en train de produire leur effet, mobilisateur ou non, dans chacune de nos consciences. Nous avons prévu d'autres dispositifs. Je le redis, il y a la semaine d'enfer qui est à la fois un événement et un ensemble d'actions comprenant la grève des examens et toutes ses déclinaisons, avec les piquets de grève évidemment, des actions spectaculaires qui font vendre les journaux et qui multiplient les audiences, des actions en justice. Il y a en ce moment même un groupe de profs à Montpellier qui est en train d'essayer de faire une saisine du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité à cause de deux articles. Les EPLEI, qui instaurent donc une école à deux vitesses, avec des écoles d'excellence où on sera bilingue dès la maternelle, et les autres, les écoles pour les pauvres, et puis l'article qui instaure l'expérimentation à tous les étages, donc la possibilité de ne plus suivre la loi. J'étais hier soir en lien avec une des profs qui a lancé ce projet-là, qui m'expliquait que, en vérité, on aurait dû faire ça pour les réformes du bac l'année dernière, qui sont passées en plus, non pas par une loi, mais par décret, et que quand le décret passe, on n'a que 2 mois pour le faire, ça n'a pas été fait. Et donc là, on essaye de le faire pour ce qui est la loi pour une école de la confiance. Et puis, je vous annonce que nous préparons une surprise qui vise à matérialiser le soutien de la population avec les profs et les élèves en lutte. Et cette surprise, vous pourrez la découvrir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux lundi prochain, dans la journée. Donc allez sur bleucomblanquer.fr. Je finis en énonçant notre stratégie. Premièrement, obtenir le soutien de la population
pour la défense de la démocratie à travers celle de l'école publique. Deuxièmement, susciter l'intérêt médiatique en bloquant les examens, conjointement entre le premier degré et le second degré, et accessoirement montrer notre détermination. Et enfin, se préparer à bloquer la rentrée une fois l'union des profs, des parents et des élèves assurée. D'ici là, il faut absolument communiquer. La semaine prochaine, il faut que tout le monde s'engueule dans les familles à propos de la grève des examens. Il faut que ce soit le sujet de la semaine prochaine. Il faut aller visiter notre site, bloconblanquer.fr. Il faut visiter notre page Facebook. Il faut aussi aller voir notre chaîne YouTube. Il faut balancer sur Twitter tout ce que vous pouvez avec le hashtag #BalanceTonBlanquer. On va lui faire la peau. Et donc, plus personne en France, d'ici la rentrée, ne doit ignorer la violence qui est faite à la démocratie à travers les réformes de l'éducation nationale. Je termine juste avec une idée. Je me disais qu'on n'a pas fini, il reste encore une ou deux présentations, mais que ça vaudrait le coup de rassembler toutes ces présentations dans un petit livre qu'on pourrait essayer de faire publier dans l'été et vendre à 2 € pour qu'à la rentrée, tout le monde ait ce livre chez soi. Voilà. Bonjour, donc moi je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap, comme ma collègue Colline. Donc on a été prévenu il y a quelques jours en fait de cette conférence, donc on n'a pas spécialement préparé de texte comme vous tous. Donc en fait ce dont on aimerait parler, c'est ce dont a parlé Arthur tout à l'heure rapidement, c'est des PIAL, des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, qui sont en fait une réorganisation de l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans l'école publique. Donc en fait, ce que ça change, c'est que pour nous, les AESH, on ne sera plus affecté à un élève, mais on sera affecté à une zone. Donc un PIAL, c'est une zone, c'est en fait un regroupement d'écoles autour d'un établissement du second degré. Et donc, ça implique, en fait, comment dire, en fait, c'est une baisse de l'accompagnement individuel des élèves, c'est de la mutualisation, comme pour tout le reste, sauf que là, il s'agit, bon, il y a tous les autres élèves, mais il s'agit des élèves en situation de handicap, de la maternelle, du primaire, du collège, du lycée. Donc en fait, je vais être rapide, le but il est simple, quand on veut mutualiser, c'est pour économiser en fait. Parce que l'accompagnement de nos élèves, c'est un investissement de tous les jours, mais il ne faut pas se leurrer, pour le gouvernement c'est un prix aussi. Et donc, bon, déjà on peut dire que, je ne sais pas, oui ça coûte de l'argent, mais le salaire des AESH actuellement, il est autour de 700 € par mois. Donc, avec la mutualisation, on peut avoir... Bon, actuellement, on peut avoir 1 élève, 2 élèves, 3 élèves. On peut travailler en classe Ulysse avec une douzaine d'élèves. Avec la mutualisation, il n'y a pas vraiment de limite. On peut avoir je ne sais combien d'élèves par jour, je ne sais combien de déplacements par jour entre plusieurs établissements, dont la distance n'est pas précisée, si ce n'est dans le texte, le dernier texte paru qui dit que cette distance doit être une distance raisonnable. Voilà. Pour qui, je ne sais pas. Pour les élèves, je ne pense pas, en tout cas. Voilà, en fait, il y a 2 circulaires qui sont parus qui concernent l'accompagnement des élèves en situation de handicap jeudi dernier. Qui change de... Bon, les PIAL, c'était prévu depuis un petit moment, ça fait un moment qu'on se mobilise à Paris, mais aussi en province. On a fait une grève le jeudi 23 mai, qui a été beaucoup suivie, mais surtout à Paris, parce qu'en fait, nos collègues ne sont pas au courant de ces projets qui concernent leurs élèves, qui concernent les parents de leurs élèves, qui concernent les professeurs qui s'occupent de ces élèves, et qui nous concernent.
Et ce qui change aussi principalement en fait dans ces nouveaux projets, c'est en fait qui va évaluer en fait, qui va voir si l'accompagnement d'un élève il sert à quelque chose ou pas, si on apporte quelque chose à l'élève, s'il peut progresser, comment il est accueilli dans cette école qui va tellement changer. Et donc ça, ce sera évalué par le chef d'établissement ou le directeur ou la directrice d'école. Donc, sur quels critères? Sur les critères d'un guide qui a été écrit à destination des directions, qui s'appelle le guide Cal Inclus, qui est un guide d'auto-évaluation de l'école inclusive, et donc qui donne une liste d'indicateurs pour évaluer comment seront accueillis les élèves et comment ils seront accompagnés. Donc on va faire quoi? On va compter le nombre de réunions dans l'année, on va faire des statistiques, des taux, on va avoir des chiffres en fait. Mais après, ce qu'on se dit pendant ces réunions, comment elles se passent, qu'est-ce qu'on échange, quelle place on nous donne à nous qui accompagnons ces élèves tous les jours, toute l'année, quel travail on fait avec les élèves, quel est le lien qu'on crée avec eux, quelle est la confiance qu'on crée avec eux, parce qu'on parle de confiance aussi. Voilà, tout ça, c'est pas au programme en tout cas, ça n'en a pas l'air. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter, j'improvise un peu. Bien sûr, nous aussi, on parle des élèves, en fait. On parle d'eux parce qu'on est avec eux tout le temps, en fait. Voilà. Mais en fait, même si on pense, comme disait monsieur Louis Boyard de l'UNEL, on pense aux élèves et on pense aux enfants, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas aussi penser à nous, et que ce soit les professeurs, les AESH, les infirmières, ou en fait tous les personnels de l'éducation nationale, les AED aussi, c'est pas parce qu'on travaille pour les enfants qu'on ne doit pas non plus avoir un salaire décent qui permet de vivre tous les jours. Voilà. Donc après, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Nous, on va suivre le mouvement, on va suivre ce qui se passe. Merci. Oui, merci de ton intervention. Je vais juste rajouter quelques points. En fait, avant, il y avait vraiment un cadre à l'accompagnement de ces élèves en situation de handicap, c'est-à-dire que c'était la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap, qui donnait des quotas horaires pour chaque élève. Elle disait tel élève a besoin de 15 heures, tel élève a besoin de 12 heures, tel élève a besoin de 8 heures, par exemple. Et là, en fait, on voit que ce cadre, il s'efface progressivement, insidieusement, c'est-à-dire que avant on recevait notre papier d'affectation, il y avait ces heures qui étaient très clairement indiquées. Maintenant, quand on reçoit nos affectations, bizarrement, il n'y a plus ce nombre d'heures. Et là, l'année prochaine, ou on ne sait pas trop quand, en fait, on n'aura plus du tout de nom d'élèves, on sera juste affecté à ce pôle dont a parlé ma collègue. Et après, voilà, ce sera au bon vouloir du coordinateur qui, un bon matin, dira vous allez accompagner tel élève. L'après-midi, on ira voir un autre élève. Alors que nous, en fait, l'essentiel de notre travail, c'est de bien connaître l'élève, de bien connaître son handicap. Ça prend énormément de temps de créer ce lien, de savoir identifier ses besoins, de discuter avec les équipes éducatives pour voir comment aménager, comment s'adapter, etc., etc. Comment faire un bon travail ensemble pour que l'école inclusive fonctionne. Et voilà, cette réforme de l'école inclusive, elle va complètement à l'inverse de ce qui nous permettrait de bien travailler dans de bonnes conditions, et ce qui permettrait aux élèves en situation de handicap voilà, d'être vraiment inclus et d'avoir une scolarité, une bonne scolarité. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre?
oui, on essaie de communiquer un maximum à nos collègues par rapport à ces réformes. On est très inquiète et quand on leur parle de ce qui va se passer, en fait, soit il y en a qui réalisent pas trop, je pense, ça paraît tellement hallucinant qu'ils se disent bon non, en fait, c'est pas possible. Ou alors il y en a qui disent bah, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Donc déjà, il y a énormément de manque d'accompagnants pour ces élèves en situation de handicap. Donc le gouvernement, plutôt que proposer des conditions de travail qui pourraient attirer des gens à faire ce métier qui est quand même très chouette, eh bien non, il y a plein de postes vacants dans une société de chômage de masse, c'est quand même un peu étrange, on se demande bien pourquoi. Donc là, je pense que si les réformes sont appliquées telles quelles, il y a plein de gens qui vont partir, qui vont quitter ce boulot et qui vont, ce qui fait qu'il y aura encore plus d'élèves qui ne seront pas accompagnés. Donc c'est le désastre, voilà. Et ouais, je tiens quand même à préciser que des élèves en situation de handicap qui ne sont pas accompagnés, c'est lui le premier lésé de cette histoire, mais aussi la classe entière, parce que ça peut être perturbateur. L'enseignant va se retrouver également en situation de souffrance parce qu'il ne pourra pas subvenir à ses besoins. Voilà, donc en fait c'est tout un système qui va être mis à mal. Bonjour à tous, moi je viens parler pour le collectif Enseignants pour la planète et aussi pour le collectif Yours for Climate France qui fait partie des collectifs qui ont organisé les marches pour le climat, les marches des jeunes pour le climat le 15 mars et le 24 mai. Je vais commencer en revenant sur une idée qu'on a tous dit, je crois, quasiment, c'est que l'école c'est clairement le fondement de notre société et le rempart de notre démocratie et qu'une école dégradée, ça nous menace tous. Et c'est pour ça que nos deux collectifs, Enseignants pour la planète et Yours for Climate, on a décidé d'apporter notre soutien à toutes les formes de la mobilisation contre les réformes, y compris la grève des examens. Parce qu'on s'est dit, c'était pas forcément évident pour nous, parce qu'on est quand même sur un objet de lutte un petit peu différent, mais on s'est dit qu'il était urgent d'unir nos forces, en fait, pour protéger ce qui peut encore l'être de l'avenir de notre jeunesse. Donc nous, on est à la fois acteurs de l'éducation et militants écologistes, et en fait c'est à ce double titre qu'on est extrêmement inquiet, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que le ministre nous prétend nous proposer une réforme en adéquation avec le temps, et en fait ce qu'on se dit nous, c'est que toutes ces contre-réformes, elles seront au mieux inefficaces, et au pire délétères pour faire face aux crises écologiques, énergétiques et donc sociales, morales et démocratiques qui se profilent. Monsieur Blanquer nous dit qu'il veut revenir à l'enseignement traditionnel des savoirs fondamentaux, mais en fait il est en train de complètement nier les enjeux de notre époque. Cette année, je pense que tous les élèves en France ont entendu dans les médias, avec plus ou moins de pédagogie, ils ont tous entendu parler de fin du monde, d'extinction de masse, d'effondrement. Et tous ces mots-là, qui sont quand même assez anxiogènes, l'école n'en a pas dit un mot. On a été quelques enseignants à tirer la sonnette d'alarme devant ce mutisme. Il y a eu quelques dizaines de milliers de jeunes, notamment étudiants lycéens, dont Yours for Climate a fait partie, qui sont allés crier dans la rue, qu'ils voulaient comprendre, qu'ils voulaient savoir, qu'ils voulaient surtout être formés pour faire face à tous ces enjeux. Et rien. La réponse du ministre, c'est rien. Parce que si on regarde un peu, toutes ces réformes, elles sont... c'est une obsolescence absolue par rapport aux enjeux écologiques. Si on regarde un petit peu, la place des sciences recule dans l'enseignement. Le contenu des programmes de sciences civiles de la Terre et de géographie a 15 ans de retard sur la recherche scientifique, c'est hallucinant. Les formations liées aux questions écologiques sont infimes, très mal connues, très mal présentées et de toute manière en très petit nombre. Les élèves sont orientés beaucoup trop tôt et sont confinés dans des savoirs de plus en plus étriqués, et vraiment en particulier dans les lycées pro. Nous, on a commencé à faire une étude sur les connaissances des élèves sur ces questions-là, et on voit très bien à quel point les élèves ont des lacunes, mais juste colossales. Et je peux imaginer qu'en lycée pro, ça va pas s'améliorer avec cette réforme.
Voilà, et on constate, comme vous tous, que pour nous imposer cette série d'aberrations, le ministère ne trouve pas mieux que durcir le ton et nous faire les gros yeux et multiplier les mesures d'intimidation. Donc nous aussi, on est venu dire à M. Blanquer qu'il n'allait pas nous faire taire, que cette école pensée pour le court terme, cette école qui est vendue aux intérêts du marché et qui est vendue aussi à ceux qui détruisent notre planète, nous n'en voulons pas. Et que nous ne voulons pas voir nos élèves transformés en agents consommateurs, dociles, désinformés de ce système qui les condamne. Et ces réformes, ce système, eh bien, nous allons en être des adversaires infatigables. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Mon nom c'est Antoine Payon. J'ai signé la tribune parue ce matin, pas de tri sélectif dans l'école de la République, à trois titres principaux. Le premier, c'est le citoyen qui a été formé, éduqué par l'école publique et qui a donc reçu de cette école publique, et c'était aussi de ses parents, parce que l'éducation, ça se fait dans la confiance entre parents et professeurs, qui a reçu des valeurs fondamentales qui, on l'a entendu cet après-midi, sont toutes mises en cause aujourd'hui. La liberté, l'égalité, la fraternité et bien entendu la confiance. Deuxième titre, c'est celui de parent d'élève, parce que j'ai eu depuis, on commence à se compter en décennie, des enfants qui sont passés par cette même école de la République, et que j'ai bien vu qu'au fil des années, une dégradation assez puissante, assez dynamique, est mise en œuvre de façon très organisée, très volontaire, par des pouvoirs et des puissances pour aboutir à ce qui aujourd'hui est très clairement, très patent, une véritable destruction. Ça rejoint les effondrements auxquels les écologistes sont sensibles, mais cette thématique de l'effondrement, elle est d'actualité, y compris pour tous les services publics, et bien entendu, premièrement, pour ce que, chez moi, dans ma famille, on appelle le temple de la République, c'est-à-dire l'école. La République, c'est vraiment fondé de notre... Le troisième titre, et qui est peut-être le principal en fait de ma présence cet après-midi, puis de ma signature de la tribune de ce matin, c'est que je suis journaliste et que depuis un peu plus de 30 ans, j'ai pratiqué beaucoup l'enquête, certains appellent ça l'investigation, sur des domaines qui sont la corruption, l'évasion fiscale, la police, la justice, le renseignement, on devrait plutôt dire la barbouzerie aujourd'hui, et que, ayant travaillé publié des livres sur ces sujets, je vois bien que ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis du monde enseignant, vis-à-vis de l'école, les répressions, la surveillance, les intimidations, ce qu'on peut appeler la pénalisation, tout simplement, de l'éducation, c'est ce que je vois se mettre en place depuis quelques années, mais là avec un accélérateur incroyable, enfin une accélération incroyable, c'est-à-dire une répression policière et judiciaire, une violence d'État, et qui a y compris été physique, on l'a entendu tout à l'heure, qui se généralise, mais qui touche les Gilets jaunes. Il a été dit qu'il y avait aujourd'hui une corrélation entre vos mobilisations et celle des Gilets jaunes, mais bien au-delà des Gilets jaunes, finalement, tout ce qui est humain, tout ce qui fait société. Et on voit une répression, une violence d'État qui s'applique aujourd'hui de façon de plus en plus systématique et massive sur toutes les expressions qui sont des expressions de l'exigence d'humanité, sous toutes ses facettes. De ce point de vue-là, il y a quelques grandes structures qui sont visibles et qu'il faut quand même dire, parce qu'il est très important de transmettre les uns et les autres notre clairvoyance quand nous avons un peu de clairvoyance. Sous la violence, qui peut être physique, il y a quelque chose qui est peut-être encore plus grave, qui est le bâillon,
qui est une atteinte systématique à la possibilité de s'exprimer, de parler, et finalement de penser. Parce que quand on ne peut plus parler, quand on ne peut plus parler entre nous, eh bien on finit par penser dans sa seule cervelle et on ne pense plus. Et vous voyez bien, je ne sais pas, tout à l'heure vous avez demandé combien de journalistes étaient présents. J'en suis un. Je crois que j'ai peut-être une, deux consoeurs et confrères. Voilà, nous sommes 3 peut-être au total. 4, pardon. Bon, on ne va pas compter, on n'est pas comptable comme certains maintenant nos dirigeants, enfin qui sont tous comptables finalement, qui sont positifs. Dans notre métier, on voit bien se mettre en place une véritable stratégie de propagande, de désinformation, de fake news, c'est le terme à la mode, utilisé, vous le savez, de façon inédite par le gouvernement actuel, qui pour autant dénonce le fait que les fake news, c'est les autres, c'est les mouvements sociaux, les réseaux sociaux. On voit en fait une novlangue quand vous parlez de l'école de la confiance, enfin quand vous parlez de ce qu'on essaie de vous imposer comme loi sous le titre d'école de la confiance. On sait tous très très bien que nous avons carrément une subversion, pour parler plus simplement une inversion du sens des mots. Même chose quand on parle de réforme, parce que la réforme, surtout si elle a un grand R, elle avait quelque chose quand même de révolutionnaire, elle a bien bougé notre civilisation. Et là, c'est tout l'inverse, elle écrase en fait, et elle solidifie, elle cristallise ce qu'il y a de pire dans notre société. Et comment ne pas entendre dans cette politique de propaganda, de désinformation, ce que Orwell nous en disait dans 1984. Ça, je peux vous dire, j'en suis témoin. Jamais ce livre ne s'est autant vendu et surtout n'est autant lu, mais non pas dans le 5e et le 6e arrondissement, comme on avait mis Capital, enfin le dernier, Capital sous le bras pour faire chic. Non, moi je le vois lu, acheté et lu par les Gilets jaunes, par des gens qui accèdent à un commencement d'auto-éducation quand ils ont été très privés d'école, en lisant Orwell. C'est quand même un signe très fort parce que tout le monde est en train de prendre conscience que nous y sommes. Alors 84, ça n'a pas été 84 en 84. Nous avons 1984 en 2019, peut-être en 2020. Tout ça met en jeu des choses qui, pour moi, sont fondamentales. Mais quand je dis pour moi, comme je suis journaliste, c'est qu'en fait, je fais écho à des choses que j'entends. Bien entendu, quand je vais dans les manifestations des Gilets jaunes les samedis, mais que j'entends parce que c'est mon métier, de la part de magistrats, et parfois de très haut niveau, de la part de policiers, de tout service, police judiciaire, y compris renseignement. Encore cet après-midi, enfin en début d'après-midi, avant de vous rejoindre, à propos de ce qui est en train de se passer, les convocations de, on pense, 170 personnes sur une histoire de cagnotte en faveur d'un boxeur, Christophe Détinger. Des convocations en masse qui se font sur ordre du parquet de Paris, à la PJ de Paris, par des mails où il y a 30, 40 ou 50 personnes qui sont en mailing list des mails, en copie non cachée. Et donc on viole toutes les lois, la confidentialité, on terrorise les soi-disant témoins en réalité en leur laissant entendre qu'ils sont des suspects, puisque la question qu'on leur pose, c'est pour quelle raison, je vous la dis très exactement, les deux questions, c'est pour quelle raison avez-vous participé à la cagnotte de soutien de Christophe Détinger? Pour quelle raison? Et donc on est, du point de vue des avocats concernés, mais aussi d'un policier que j'ai eu sur le sujet, en pleine chasse à l'opinion. On est en pleine police politique, on est en pleine justice politique et de totale répression. Je reviens sur le fait que, donc, pour moi, ce qui est aujourd'hui en jeu, de ce que j'entends tout autour de moi, de mes sources judiciaires, policières, c'est que nous avons basculé. Nous avons basculé dans quelque chose qui est effectivement de l'ordre du basculement dans la barbarie. Tout à l'heure, Ludivine nous parlait de civilisation, mais oui, il faut oser ce mot. Nous avons
construit au fil des siècles et des décennies quelque chose qui a eu comme objectif la civilisation. On sait de quelle façon c'était évidemment imparfait. Mais là, c'est tout à fait l'inverse qui est en train de se construire. C'est son versus, c'est-à-dire une barbarie. Le tri sélectif, ce titre qui a été choisi pour la tribune, il nous renvoie à des choses qui sont, il faut regarder, enfin écouter en face. C'est les déchets, le tri sélectif. C'est des choses. Ce ne sont pas les êtres humains. Alors, on sait tous ce que signifie la réification de l'homme. Quand on commence à transformer les hommes en choses. Et du fait de mon métier, je peux vous dire une chose, je connais très bien les oligarchies. Et parfois au plus haut niveau, je les entends parfois. Ils ont une véritable idéologie aujourd'hui qu'ils partagent très ouvertement et sans aucun complexe. Ils parlent des inutiles, les êtres humains, les hommes inutiles. C'est ça qui est en train de se mettre en place à travers l'école. C'est qu'ils disent, ils pensent que, étant donné la démographie de la planète, et étant donné les progrès de productivité technologique, il y a à juste notre horizon immédiat 30% des êtres humains sur cette planète qui sont des êtres humains inutiles. Et que les autres, ce seront les utiles, c'est-à-dire les producteurs, ceux qui peuvent encore produire, et consommateurs. C'est ça la vision du monde qu'ils ont. Et la vision du monde qu'ils ont, et qu'ils partagent très ouvertement quand ils sont dans leur cercle, c'est de dire que les inutiles, eh bien, il faut les éliminer. Il faut s'en débarrasser. Ou en tout cas, il faut les laisser crever. Il faut les exclure totalement de la société. Ça commence par l'exclusion, bien sûr, de l'école, c'est pas le sujet, mais c'est l'exclusion du travail, c'est l'exclusion de l'économie, c'est l'exclusion de la société humaine. Je vous dis, parce que je le sais, qu'il y a des lieux où on parle de ça comme ça. Et il y a derrière ça une véritable stratégie. Les mêmes, cette oligarchie, ces élites, sont aujourd'hui dans des comportements de survivalisme. Ils se font construire, ici ou là, mais maintenant ça commence à être sur le territoire français, c'était plutôt à l'étranger, notamment aux États-Unis, des bunkers. Alors, autonomes, en eau, en énergie, en alimentation et en bio, pourquoi pas. Mais ils sont déjà dans cette vision du monde, la vision de l'effondrement, qui ne passera bien sûr pas par eux. Ils ont une vision totalement cynique de cet effondrement. Et donc du fait qu'il va falloir exclure toute une part de l'humanité du bénéfice potentiel d'être protégé de cet effondrement. Et pour finir, ce que je vous dis, c'est que Blanquer, bien sûr, il faut bloquer Blanquer. Il faut s'en prendre à lui. Et puis Macron, et puis Philippe. Mais bien au-delà de ces gens-là qui ne sont que des fétus de paille, des pantins, des exécutants de basses œuvres, de quoi du marché et des rois du marché, il y a un système sur lequel il ne faut avoir aucune naïveté. Et la résistance, parce que je pense que c'est vraiment le mot que l'on entend d'ailleurs partout, mais qui est vraiment à l'entrée du jeu. J'ai moi-même publié un bouquin en 2016 qui était Résistance, et l'éditeur Le Seuil a tenu à ce qu'il y ait un point d'exclamation. J'étais un peu timide. Je pense qu'il a eu vraiment raison de mettre ce point d'exclamation. Eh bien, cette résistance, elle ne doit pas être naïve. Nous entrons, je pense, et heureusement, nous commençons à nous réunir, et à nous réunir de façon de plus en plus ouverte. C'est une résistance face à un véritable monstre, à quelque chose qui est... c'est Goliath. Et eux, leur plan est tout tracé. C'est un cynisme absolu. N'attendons pas d'eux qu'on puisse les convaincre, qu'ils puissent nous entendre, parce que c'était une des thématiques, ce désespoir que nous pouvons avoir de ne pas être entendus quand nous disons des choses, parce que nous croyons à la discussion, à l'éthique de la discussion. Mais en face, ça ricane, et j'imagine ce qu'ont pu être les rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale, la surdité totale, mais c'est bien pire que la surdité, c'est le cynisme total de vos interlocuteurs. Voilà, je pense, pour conclure complètement, que là, nous sommes déjà ce que nous sommes. Partout, nous sommes déjà ce que nous sommes. C'est déjà mieux que ce qu'il y avait l'an dernier. Et puis, il y a 5 ans, 10 ans, je suis un vieux bonhomme, donc j'en ai vu. Il y a quelque chose de vraiment nouveau qui est en train de naître, c'est de l'ordre de la naissance. Et alors surtout, ne nous décourageons pas. Est-ce que les journalistes ont des questions? Vous avez dit tout ce que vous avez dit. Moi, je suis une de vos collègues, je suis professeur
20e arrondissement, en collège. Il y a juste une chose qui n'a pas été mentionnée, à mon avis, qui est importante, en tout cas pour les journalistes, enfin, qu'elle soit apportée aussi au minutes, non, c'est que... Monsieur, s'il vous plaît, cette dame... Oui, elle veut pas qu'on la filme. C'est juste informatif. Dans les collèges, enfin, dans le secondaire, on s'inquiète beaucoup d'une chose dont on n'a pas parlé là, mais qui est très importante, c'est qu'on s'inquiète à la fois du pouvoir du chef d'établissement qui va grossir et de tout ce que ça veut dire pour nous, mais on s'inquiète surtout du fait que ce qui est annoncé dans les lois bancaires, c'est que le chef d'établissement ne sera plus président du conseil d'administration. Et ça, c'est très important parce que ça donne le pouvoir du conseil d'administration à quelqu'un qui sera extérieur à l'établissement, à qui c'est très vague, c'est très vague ce qui est dit dans la loi, mais ça pourra être ce qui est mentionné, un chef d'entreprise, en tout cas un acteur majeur de la localité. Donc ça, je pense que ça dit beaucoup de choses sur la perte de pouvoir de l'école sur elle-même. Voilà. Question. Je voudrais juste terminer sur une chose qui me semble importante pour conclure, à moins qu'il y ait d'autres interventions. Oui, allez-y. Juste puisqu'il a été évoqué la question de l'inversion du sens des mots. Je suis arrivé un peu en retard, je ne sais pas si vous avez évoqué la question de l'augmentation des droits d'accès à l'université pour les étrangers. Voilà, une certaine catégorie d'étrangers, voilà. Et cette augmentation des droits, on multiplie par 15 les droits d'entrée à l'université, donc le droit à accéder au savoir, voilà, eh bien, est inclus dans un projet qui s'appelle Bienvenue en France. Alors là, il faut qu'on l'explique. Merci beaucoup à toutes et tous de votre présence et puis de votre attention pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment pour ce live Facebook qui sera largement diffusé. Et c'est à vous que justement il s'agit aussi de s'adresser, parce que je pense qu'on a entendu ici des choses vraiment très fortes qui sont cruciales, qui sont, allez, encore un grand mot, assez existentielles en fait pour nos vies, pour notre collectivité, pour notre société. Puisque ce qui se joue, c'est la transmission et encore une fois, quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est l'émancipation. Donc voilà, il faut soutenir pleinement par tous les moyens, notamment dans la semaine qui vient, qui sera la semaine d'enfer pour Blanquer. Et je voulais insister sur quelque chose qui est absolument décisif à cet égard pour la lutte, c'est la caisse de grève. Voilà, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé ici, peut-être pour les raisons qu'a dites Louis, mais voilà, mais en même temps c'est tout à fait important, c'est le nerf de la guerre. Donc il faut aller sur le site de Blocon Blanquer pour retrouver cette caisse de grève et donc nourrissez-la, alimentez-la, ce sera aussi un moyen très important pour faire en sorte que cette lutte perdure et aille jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Ce n'est qu'un début.